Pour notre ami qui nous écrit depuis la Guinée équatoriale, on va prendre le temps de vous répondre et surtout de répondre à vos questions. On sait que du côté de la Côte d'Ivoire et précisément à Malabo, vous nous suivez et on espère tout simplement qu'on va apporter justement des lumières sur les questions que vous allez nous poser ce matin. Messieurs, Alassane Dramane Ouattara, l'annonce de la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle d'octobre promet une campagne très tendue du côté de la Côte d'Ivoire. Les opposants jugent cette candidature illégale et exigent le retour de Laurent Koudou-Gbagbo dans la bataille électorale. Alassane Dramane Ouattara a mis fin au suspense sur ses ambitions présidentielles. Je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, annoncé d'ailleurs jeudi 6 août. Il faut le dire, l'actuel chef de l'État ivoirien, choisissant, il faut le dire, le 60e anniversaire de l'indépendance de son pays pour se déclarer candidat à cette élection présidentielle du 31 octobre prochain. Sa candidature n'a rien d'une surprise. Certes, le président sortant avait clairement laissé entendre depuis plusieurs années qu'il ne briguerait pas un troisième mandat, passant publiquement la main à son premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour lui succéder. Mais la mort de ce dernier, brutalement décédé le 8 juillet dernier à Abidjan, à l'âge de 61 ans, des suites de problèmes cardiaques, a depuis sérieusement remis en question la promesse du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Le retour d'Alassane Dramane Ouattara dans la course à la présidentielle laisse présager à bien des égards une campagne très agité. D'ailleurs, après l'annonce de sa candidature, plusieurs jeunes Ivoiriens sont descendus dans les rues. Et d'ailleurs, on n'a pas vu ces images sur les chaînes, ou alors les grandes chaînes de télévision françaises, parce qu'ils n'ont pas voulu justement en faire cas. Mais il faut préciser par ailleurs que des jeunes sont descendus dans les rues, ont brûlé des pneus, ont arrêté des voitures, et d'ailleurs ont estimé qu'il faut aujourd'hui que Laurent Koudou-Gbagbo rentre au pays. Mais pour entrer dans le vif du sujet, mesdames, messieurs, commençons par voir cette déclaration en quelques secondes. Après, nous allons voir la seconde déclaration où il a déclaré haut et fort qu'il ne sera pas candidat. Que moi, je ne serai pas candidat. Voilà. Certains savent que, en réalité, ma décision est prise depuis au moins 2 ans. Oui, en rédigeant la nouvelle constitution, je me souviens que mon frère et ami Raga Oubou m'a dit, mais président, si on laisse la constitution comme ça veut dire que vous pouvez faire 2 autres mandats. J'ai dit, Ouraga, moi je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient plus à être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Yarasuba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents. Oui, des notes, des signatures. Quand je finis de dîner, je travaille jusqu'à 23 heures. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7 heures. Et à 10 heures, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Laissez-moi partir pour consacrer du temps à moi-même, à ma famille, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis sûr que vous me comprenez. Là, c'était quand il a déclaré le 5 mars dernier qu'il ne sera pas candidat et qu'il avait réfléchi depuis, enfin, c'est une décision qui avait été prise depuis près de 2 ans. Depuis 2 ans déjà, il ne voulait plus être candidat à l'élection présidentielle. Seulement, surprise, le 6 août dernier, il a déclaré le contraire. On regarde encore cet élément. Les récents événements tragiques, avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, laissent un vide au niveau de l'équipe que j'avais mise en place pour poursuivre et consolider le programme de développement économique et social pour lequel vous m'avez fait confiance. Par ailleurs, le calendrier très serré, à peine 3 mois avant l'élection présidentielle, les défis auxquels nous sommes confrontés pour le maintien de la paix, la sécurité nationale et sous-régionale, ainsi que la nécessité de juguler la crise sanitaire. Le risque que tous les acquis, après tant d'efforts et de sacrifices, consentis par toute la population, soient compromis. Le risque que notre pays
recul dans bien des domaines. Tout cela m'amène à reconsidérer ma position. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je veux aussi... Messieurs, vous avez écouté justement Alassane Dramane Ouattara. Le premier élément vous faisait comprendre qu'il avait mûrement réfléchi, je retiens encore ces mêmes mots, mûrement réfléchi. La décision avait été prise 2 ans auparavant qu'il ne sera plus candidat. Il est revenu encore sur le même mot, mûrement réfléchi, qu'il sera désormais également candidat. Et il parle d'ailleurs d'un devoir citoyen. Je me tourne vers vous, Président Badakani, pour prendre votre réaction. Tout à l'heure, l'apôtre Fanga a convoqué les Saintes Écritures. Moi, je fais de la géopolitique, entre autres. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de géopolitique sans géospiritualité. D'ailleurs, vous n'avez pas le choix parce que ceux qui nous écrasent et nous dominent sont dans des ordres, sont dans des choses, entre guillemets, dites spirituelles, et fondent leur domination sur nous en travaillant sur ces matrices-là. Donc on n'a pas le choix. Si vous voulez les affronter, vous devez avoir un soubassement spirituel puissant. C'est pour ça que nous n'avons pas honte d'affirmer ouvertement notre spiritualité. À sa suite, je vais paraphraser les Saintes Écritures qui disent que lorsque vous vous auto-élevez au point même de tutoyer le ciel, Dieu vous donne l'esprit d'égarement. C'est-à-dire, il vous fait cadeau de l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement a cette particularité que si vous voulez même faire du bien, quand déjà vous avez l'esprit d'égarement en vous, si vous voulez faire du bien n'importe comment, vous décidez à faire du bien, vous allez faire le mal. Vous ne pouvez pas expliquer l'attitude de ce président-là en quelques mois d'intervalle autrement que par les Saintes Écritures. Vous avez vu la première portion que vous avez servie là. Justement. Tout le monde l'a écouté, non? Regardez la deuxième portion. Tout le monde l'a écouté. Vous ne pouvez pas mobiliser la science pour expliquer ça. Vous ne pouvez pas mobiliser les mathématiques. Vous ne pouvez pas mobiliser. Il n'y a que les Saintes Écritures qui expliquent que ce monsieur-là, il est vraiment travaillé par l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement est la portion des méchants. Lorsque vous êtes méchant, le jugement divin se traduit par la dotation de l'esprit d'égarement. Donc, mon cher Jocelyn Ngoz, quand j'ai convoqué ça, moi j'analyse le comportement du président Ouattara, et pour nous, qui sommes en première ligne dans ce combat depuis 10 ans, de ce que je parle, Bertrand Serre, nous ne sommes pas surpris. Lorsque le président Ouattara a reçu M. Macron en Côte d'Ivoire pour nous présenter leur sorcellerie de l'écho, j'ai dit sur un plateau que le président Ouattara venait de négocier son 3e mandat. Ces archives existent. Lorsqu'il a fait son cinéma là, pour dire qu'il n'est pas candidat, j'ai dit aux gens que bon, ok, ceux qui veulent croire, qu'ils croient. Mais moi, je maintiens ce que j'ai dit. Ce monsieur-là, il ne peut pas ne pas être candidat. Voyez-vous, Jocelyn Ngoz, imaginez par hasard que le président Ouattara ait tenu sa parole. Tous les Africains, peut-être même vous, aurez été obligés de dire que c'est un grand homme. Il est entré dans l'histoire. Vous aurez effacé la calamité des calamités qui s'est passée en 2010 en Côte d'Ivoire.
on lui a signé un chèque en blanc. Comme les Africains signent les chèques en blanc depuis des millénaires à leurs ennemis, mangent avec eux dans le même plat, dorment avec eux, oublient même qu'ils ont affaire à leur ennemi. Il y a même les Africains, là où je vous parle, qui sont même prêts à prendre le vaccin. Parce qu'ils aiment tellement l'Occident. Ils aiment tellement la modernité dite occidentale qu'ils ne sont prêts pour rien au monde à l'abandonner, y compris se faire vacciner. Donc, imaginez que ce monsieur ait tenu sa parole. On aurait dit que c'est le plus grand démocrate. Ah! On aurait fait la promotion de la démocratie encore en Afrique. Et les démocratiseurs universels, ceux qui nous civilisent maintenant par la démocratie, auront eu un boulevard extraordinaire. Monsieur Macron n'aurait laissé aucun président tranquille. Suivez mon regard. Le Cameroun serait même en danger. Alors, les démocratiseurs, version camerounaise, a dit que personne ne serait en paix dans le monde. Oh, c'est un modèle extraordinaire. On aurait effacé carrément tous ces crimes pour mettre en valeur l'escroquerie qu'on appelle démocratie. Donc, c'est l'esprit également, et c'est Dieu qui a l'œuvre. Moi, j'ai donné tous les arguments qu'on peut donner sur le plan politique et géopolitique en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, ce matin, j'insiste sur la géospiritualité. Moi, je vois la main de Dieu à l'œuvre. Quand nous avons dit que le président Ouattara était la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis 50 ans, on a dit, président Malakani, tu es trop excessif. Citez-moi un président en Afrique de la vieille génération qui arrivait au pouvoir par ce genre de méthode. On comprenait que les Mobutu, les Gnassingbé Yadema, père à leurs âmes, les vieux là, chacun comprend. À l'époque, vous n'avez pas le choix. Vous naissez au Cameroun à l'époque, c'est les prêtres qui vous berçaient. Elle dit, notre horizon indépassable était la France. Tout le monde connaît comment nous sommes nés ici. Tous nos dirigeants là étaient des séminaristes, ont été élevés par les prêtres. La plupart. Et quand on avait fini de t'élever, on t'envoyait en France, quand tu avais eu la chance. On devait fréquenter là-bas. Donc on n'avait pas le choix. L'horizon indépassable dans les années, depuis les années 22 jusqu'aux années 60, pour la plupart des pays africains de précaré, n'est-ce pas? L'horizon indépassable était la France. On pouvait donc comprendre certains comportements. On pouvait comprendre que le président Idjo, par exemple, soit arrivé au pouvoir par les voies que l'on a mené au pouvoir. Et que les Français aient massacré, n'est-ce pas, les Camerounais, pour mettre le président Idjo au pouvoir. On pouvait comprendre certaines choses. Mais 50 ans après ce moment-là, qu'un Africain, quelqu'un qu'on appelle de la nouvelle génération, qui est le plus grand économiste du ciel et de la terre, qui était le plus grand technocrate, il ressemblait à ce qu'il y avait de parfait. Qui n'a pas rêvé de président Alassane Ouattara ici? Nos universitaires, les jeunes qui étaient dans les universités, chacun ne rêvait que du fringant commis du FMI, le DG du FMI. Il incarnait, n'est-ce pas, la nouvelle génération. Mais regardez pas comment ce monsieur arrive au pouvoir. Et au service de quel projet? 50 ans de bataille pour la libération de nos pays. 50 ans de bataille pour essayer de sortir du joug de la colonisation. Et toutes les statistiques, allez lire les travaux du grand Sami Ami, qui démontrent que, si on prend même le pire des cas, le cas Mobutu, qui était le pire des cas à l'époque, Sami Ami a fait le tour, il démontre que, malgré le fait qu'il soit lui-même une calamité Mobutu, son bilan est 1000 fois mieux que le bilan colonial. Et que, globalement parlant, Mobutu représentait un bon objectif de progrès pour le Zaïre. Malgré qu'il soit une calamité, l'étude existe, Sami Ami a fait cette étude-là. Et il le faisait, il a comparé, et c'était valable pour tous les pays du précaré. Pour démontrer que, malgré que cet État soit des États néocoloniaux, il représentait un progrès, un grand bond en matière d'avancée historique par rapport à l'héritage colonial. Oui. Donc vous comprenez donc que s'il n'y avait pas eu le projet de recolonisation du continent africain, on serait... Parce que tous les élémentaux étaient en place, malgré la fumisterie de certains dirigeants, malgré leurs limites, malgré la manière dont ils étaient remis au pouvoir, les fondamentaux étaient réunis pour qu'on décolle. Mon cher gosse, c'est là où on décide, dans les lieux secrets, illuminatis, où ce monsieur a été préparé depuis son enfance. Ce qu'on appelle les Young Leaders aux États-Unis. Préparé, initié, travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Quelqu'un qui est l'Afrique. Quelqu'un qui n'a jamais cru au continent africain. Quelqu'un qui a été formaté pour s'opposer au décollage du continent africain. On l'a travaillé et son arrivée au pouvoir inaugure la dynamique de recolonisation globale de l'Afrique. Pouvons-nous laisser faire? Quand nous avons dit ça, les gens ont dit
Oh, le président Balakani, il est excessif. Des petits esprits osent même faire des comparaisons. Ils disent que non, le président Ouattara, c'est égal le président Paul Biya. C'est la même chose. Vous vous demandez quel est leur confort intellectuel. Quel est leur confort intellectuel. Parce qu'on veut justifier l'injustifiable. Donc, c'est cela qui est en face de nous là. Vous avez en face de vous le stade suprême de ce projet de recolonisation du continent africain. Oui. Son incarnation la plus absolue. J'avais indiqué en son temps que c'était l'abjection suprême, mon cher. Alors on le comprenait parce que j'étais en train de dire, quand je parle de l'abjection, je parle du mal suprême, qui était l'essence de ce régime. Beaucoup ne voyaient pas à l'époque, et les gens, et on ne pouvait pas dire certaines choses, on n'aurait plus un fou. Si nous avons commencé à parler de la puce dès l'année 2010, qui nous aurait cru? On a dit que Balakani et Bertrand sont des malades mentaux. Mais j'ai les documents. Il faut vous montrer que depuis les années 60, la puce est prête. J'ai les documents. Et que les classes sociales, les Illuminatis là, qui dominent le monde depuis, ont ce projet, l'ont travaillé depuis, et qu'il y a des Africains qui, déjà, expérimentaient cette plus en termes de formatage mental, intellectuel et même spirituel. J'ai les documents. Je peux vous les montrer, M. Ngos. Mais si on avait essayé de faire le lien entre le président Ouattara, n'est-ce pas, et le projet de Bill Gates, mais on aurait dit que Balakani est fou. Mais aujourd'hui, qui ne voit pas le lien? Qui ne voit pas le lien? Ceux qui ont placé Ouattara au pouvoir, leur projet c'est quoi? Pucer l'humanité, exterminer l'espèce humaine. Voilà les parrains du président Ouattara. Donc, quand j'ai dit ça, je terminerai en disant que je ne voudrais pas faire de la fixation en personnalisant à l'extrême les événements historiques. Parce que dans le champ politique, pour faire un peu schématique, on catégorise souvent deux camps fondamentaux. Ceux qui veulent aller de l'avant et les conservateurs. Et les extrêmes conservateurs sont des réactionnaires. Donc, le camp conservateur et réactionnaire aime souvent présenter l'histoire en mettant en avant les personnes. Et du coup, quand on met les personnes en avant, on vous masque tout l'arrière-plan des dynamiques économiques, des forces sociales, culturelles, qui sont représentées par une personnalité qui est devant vous. Donc, je ne ferai pas ce jeu en me livrant à un ouattarisme excessif. En soi, c'est rien du tout. Il n'est que représentant d'un conglomérat, d'un stock, d'un bloc historique composé de forces socio-culturelles, n'est-ce pas, politiques, géospirituelles, qui veulent détruire notre planète. Quelles sont ces forces-là? Je terminerai par là. Oui, allez-y. Et cela, vous ne pouvez pas critiquer le président Ouattara. Vous ne pouvez pas être contre son troisième mandat sans mettre sur la table le procès de ceux qui l'ont placé au pouvoir. C'est la communauté dite internationale autoproclamée. Je parle de la France. Je parle des États-Unis. Je parle de l'Angleterre. Je parle de l'ONU, la Banque mondiale, le FMI. Je parle de l'Union européenne. Tout ce conglomérat-là qui tient le monde, c'est le procès qu'on est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le troisième mandat de Ouattara pose sur la table une question fondamentale, je l'ai déjà dit. Est-ce que on peut être humain en ce début du XXIe siècle et tolérer d'être dirigé par l'ONU, de tolérer que sur le plan économique et financier, le monde soit écrasé, dominé par la Banque mondiale et le FMI? Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui, en plein XXIe siècle, au début, que nous continuons à sacraliser les valeurs de mort, comme la démocratie version occidentale bourgeoise, les LGBT, c'est-à-dire homosexualité, lesbianisme, gay, c'est-à-dire toutes ces pourritures qu'on est en train de nous opposer? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être humain au XXIe siècle et accepter la manière dont le monde est en train d'être orienté et accepter le plan des Illuminatis visant à établir un nouvel ordre mondial qui va être consacré par l'imposition de la 5G partout et ce fameux vaccin? Voilà le débat qui est au cœur du troisième mandat de M. Ouattara. Le reste, ça sera faire se concentrer sur un épiphénomène. M. Ouattara, pour nous, je l'ai dit il y a 5 ans, est déjà dans la poubelle de l'histoire. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais découvrir qu'il est dans la poubelle de l'histoire. Merci beaucoup, Président Barakani, pour cette première prise de parole. André Christelle Fanga, il ne faut pas également oublier, tout à l'heure, le président Barakani nous faisait savoir que c'est le monde des Illuminati qui est justement en avant et qui maintient justement Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Je vous rappelle d'ailleurs le tweet d'Emmanuel Macron lorsque le président Alassane Dramane Ouattara a pris la décision de ne pas se représenter. Je salue la décision historique du président Ouattara, PRCI, homme de parole et homme d'État, de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle ce soir. La Côte d'Ivoire donne l'exemple. Seulement le 6 août dernier, après avoir déclaré haut et fort qu'il sera candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre, eh bien, Emmanuel Macron a également tweeté
On pouvait même avoir d'ailleurs ce tweet sur l'écran. Pour maintenir la paix en RCI, je salue cette décision historique du président Alassane Ouattara de se présenter aux élections du 31 octobre 2020. Voilà encore, on a l'impression qu'on se dédie à tout bout de champ. Merci Josolangos. J'ai une vidéo du président Laurent Gbagbo où il dit M. Ouattara c'est un menteur. J'ai cette vidéo. On lui demande d'ailleurs, parce que c'est trop fort d'ailleurs le mot. Il dit que je vous dis. C'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Quand je l'ai dit, et là, bravo Monsieur le Président Bandakane, parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre la géospiritualité de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ça, il faut le convoquer à tous les moments, à tous les instants. Parce que le monde est régi par cette spiritualité-là ou bien par certains actes spirituels. Je prends encore une portion de l'écriture, c'est toujours dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 44. Je lis. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son fond. Mais car il est menteur et le père du mensonge. Oui. Quand vous suivez les deux vidéos, Alassane Draman Ouattara est le fils de qui? Parce que un homme ne peut pas mentir à tout bout de champ. Et un chef d'État comme le président Laurent Gbagbo dit à Mondiovision dans une chaîne française, France 24 qui l'interviewait, Monsieur Alassane Draman Ouattara est un menteur. Il dit non, ce n'est pas excessif. Il dit, je vous dis, c'est ce qu'il est. Donc, voilà les faits, voilà la vérité. Donc, commencer à gesticuler, ça devait être une grande surprise pour nous si Alassane Ouattara ne se présentait pas. Parce que la vérité, c'est que, comme il a pour père le diable, il ne pouvait que faire les œuvres de son père. Mentir, tuer, la preuve. Tout le cheminement de M. Ouattara, c'est du sang. Je dis bien tout le cheminement de la vie de M. Ouattara. Pour les Ivoiriens, allez vérifier la mort de Fouad Boigny, d'où c'est venu. Allez vérifier. Vous comprenez qu'en réalité, il y a des choses extrêmement graves sur le chemin de M. Alassane Draman Ouattara. Vous allez plus loin. Le coup d'État de 2002. Avec les militaires et tout ça, il était dans un char français qui devait l'installer au pouvoir. Donc vous comprenez que sans compter la crise ivoirienne qui a commencé, et vous voyez le nombre de cadavres, on dit 3000 cadavres ou 3000 morts, alors que, bon, ça c'est Konan Bani et sa commission qui ont sorti les 3000 morts. Mais nous savons quand même qu'il y a au moins 1 million de morts en Côte d'Ivoire pendant cette crise. Je reviens un peu en arrière. Économiquement, vous savez que Ouattara a tué les Africains. Pour vous dire le degré de criminalité de ce monsieur. C'est lui qui a conseillé la plupart, en fait, qui a conseillé les privatisations et qui a conduit les privatisations des plus grandes entreprises dans nos États. Parce qu'il était directeur Afrique du FMI, directeur adjoint du FMI et chargé des questions africaines. Donc vous comprenez que c'est lui qui a imposé, parce que le FMI avait décidé de dire que, ok, comme ces gens se sont émancipés un peu, parce qu'on a vu quand même un progrès économique dans certains États qui avaient lancé des industries qui étaient économique qui pouvait sortir les pays africains de la pauvreté et qui employaient beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains. On a dit, ok, il faut stopper cet élan-là. Donc les gars sont venus, ils ont stoppé cet élan-là avec les privatisations. Et qui était chargé de ça? M. Alassane Draman Ouattara. Donc vous comprenez qu'en réalité, ce monsieur, depuis le commencement, il ne fait que faire les œuvres de son père. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Et s'il ne se présentait pas à l'élection présidentielle, alors ça devait être une surprise pour nous. Parce que justement, il faut davantage laver
tous les crimes qui ont été commis, parce qu'il faut perdurer au pouvoir le plus longtemps possible. Parce que quand quelqu'un vous dit qu'il après son déjeuner, il travaille jusqu'à 23h, il se réveille à 4h30, et que le même monsieur dit qu'il est candidat pour l'amour de son pays, ça veut dire que lui-même veut se tuer. Parce que dans la première vidéo, il dit « Ayez pitié de moi, laissez-moi partir ». Et qu'on lui dise que non, reviens, et il accepte de revenir, ça veut dire que lui-même, il est incohérent. Ça, c'est l'esprit d'égarement. Et l'esprit d'égarement n'arrive qu'à quelqu'un qui est méchant. Méchant dès le commencement. Donc, nous pensons aujourd'hui que ce n'est pas une surprise et que le réseau Illuminatis, parce que ce n'est que normal que M. Macron ne puisse qu'apprécier M. Ouattara dans ses déclarations. Ce n'est que normal parce que lui-même est dans une posture d'égarement. Donc, quand vous avez un peuple d'égaré, ce n'est que normal que la population puisse être dans la souffrance. Parce que le plus grand souci aujourd'hui, ce n'est pas le fait que M. Ouattara soit candidat, mais c'est de faire le bilan de tous les actes qui ont été posés. Parce qu'aujourd'hui, faisons le bilan économique. Est-ce que le bilan économique de M. Ouattara est reluisant? Non. Est-ce que le bilan social de M. Ouattara est reluisant? Non. Est-ce que le bilan culturel de M. Ouattara est reluisant? Non. Est-ce que le bilan même dans la vie au quotidien chez les Abidjanais est reluisant? Non. Donc vous comprenez qu'en réalité, ce monsieur a enterré une frange de la population ivoirienne et c'est ce qu'il va encore faire. Dans la logique, et je pense que le pacte qui a été signé lors de la visite de M. Emmanuel Macron, quand il partait lancer l'écho, parce que pour certains, ils ont cette image-là, sur le tapis rouge, où il se sert justement sur un point de triangle, où il s'embrasse sur le point de triangle. C'était un pacte signé que le sang va encore couler en Côte d'Ivoire. Donc le projet, c'est que il ne devait pas partir, il devait provoquer justement ce courroux des Ivoiriens pour dire que, ok, pour que le sang se verse encore. Donc, le projet n'est pas forcément parce qu'il va être président. Le projet, c'est qu'il faut que le sang coule. Et si les Ivoiriens sont intelligents, qu'ils comprennent que le sang ne doit pas couler. Parce qu'en réalité, on peut le faire partir par des moyens les plus douces. Comme ce fut le cas du côté du Burkina Faso, dans le calme. Tout simplement en sortant dans la rue, en déclarant tout simplement qu'il doit partir. Bertrand Tatinda, finalement, Alassane Dramane Ouattara est un piètre donneur de leçons. Lui qui avait déclaré le 5 mars dernier qu'il ne sera justement plus candidat à l'élection présidentielle. Lui qui déclarait haut et fort qu'il ne voulait pas imiter les autres chefs de l'État africains qui avaient plus de 70 ans, 85 ans, mais qui étaient encore au pouvoir. Finalement, il s'est dédié. Bah, il s'est dédié. C'est que on aurait dû me penser qu'il allait se dédier. Parce que M. Ouattara, qui est M. Ouattara? Je rappelle qu'il arrive au début des années 90. Et ce sont ses parents-là. On les appelle les Illuminatis. Bon, je vais dire que je ne sais pas trop ce que c'est, mais on comprend. C'est-à-dire que la crapulerie financière, bourgeoise, le grand capital et tous ces voyous-là qui sont là. Mais il tord la main à beaucoup de chefs d'État d'imposer les M. Ouattara. C'est-à-dire qu'on aura un Casimir Oyemba au Gabon. Il n'est pas très différent de M. Ouattara. S'il avait pris le pouvoir, il aurait fait du Gabon ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Ouais. On aura un Esfor Soglo. C'est-à-dire il y a une formation d'Africains qui au début des années, au milieu des années 70, on s'est dit qu'il fallait former des financiers africains. Donc on va envoyer aux États-Unis, le Fonds monétaire va capter et on va les formater, comment je vais dire, que à cette idéologie, c'est-à-dire que libérale financière qui marche surtout sur les cadavres. Au nom, comment je vais dire, de la restructuration, au nom, comment je vais dire, de la régulation, au nom, comment je vais dire, de la croissance et tout et tout. Donc, même nous, oui, on aura un banquier à la tête de l'État du Cameroun. Je crois que c'était le banquier Ayatou. Donc, tous les États du précaré français vont avoir un portrait robot, comment je vais dire, que des gens qui avaient en quelque sorte le prototype de M. Ouattara. Le président Houphouët-Boigny agonisait. C'est-à-dire qu'en 93, il rentre de Genève, on lui explique à Genève que président, il n'y a plus pratiquement rien à faire. Donc, il vaut mieux rentrer chez vous, en quelque sorte, finir vos jours à côté de votre famille avec une infirmière pour ne pas trop souffrir. C'est-à-dire qu'il était à Yamoussoukro, il ne s'alimentait même plus. Il ne recevait plus les gens, il agonisait. Mais M. Ouattara faisait le tour. Déjà,
des résidences de certains responsables qui étaient à la tête d'institutions ivoiriennes pour véritablement changer la constitution et arriver au pouvoir. Monsieur Donald Fologo le dit, c'est-à-dire que oui, d'ailleurs, nous saluons ce patriarche, ces grands cadres du PDCI, quoi qu'on dise, qui ont quand même laissé cet héritage d'une Côte d'Ivoire ayant un minimum de structure assez construite sur la base de la fève du cacao. Oui. Ils vont laisser ce palmarès à la Côte d'Ivoire quand ils partent du pouvoir, la Côte d'Ivoire est à 1,5 million de fèves de cacao. Donc M. Ouattara, oui, premier producteur mondial, battant les Sud-Américains, battant le monde entier. Donc on ne peut pas, mettons quand même cet actif au nom du vieux Oufouette. Et il avait un mot à la bouche, la paix. Mais il avait, disons, une vision. Je ne juge pas ce patriarche de mon strict point de vue un peu villageoise de la paix. C'est-à-dire que de se dire que pour la paix, j'ai la chance d'être la locomotive de la CEDEAO, je veux ouvrir à tout va dans mon pays. Et il va accueillir. Il aura des ministres sénégalais. C'est-à-dire qu'il ne demandera même pas à ces ministres comment de muter en double nationalité. C'est-à-dire vous prendra, vous, avec votre citoyenneté, vous nommera dans le gouvernement. Il en aura des Guinéens. Donc, il va avoir cette vision-là sans se projeter et dire qu'il faut quand même un minimum de balises. Parce qu'à un moment donné, effectivement, le Fonds monétaire international va profiter de cette ouverture à tout va pour lui fourguer un Ouattara, pour imposer un Ouattara qui avait que l'agenda du Fonds monétaire international. Premier fait d'armes, il va liquider tous les actifs de la Côte d'Ivoire. Ça a été extrêmement dur et il va réprimer les libertés. C'est à l'époque de M. Ouattara que Mme Gbagbo fait sa prison pratiquement pour la première fois. C'est-à-dire qu'elle est sauvagement, elle y perd déjà une partie de sa santé quand M. Ouattara, en fait, est à la tête des premiers ministres. C'est-à-dire c'était incroyable. C'est à l'époque de M. Ouattara qu'on a une répression terrible sur un syndicat étudiant qu'on appelle la FESI, qui va nous produire, en fait, les Blé Goudé et tous ces jeunes. À l'époque, on pouvait les appeler des réactionnaires, oui, qui véritablement n'en pouvaient plus parce que la Côte d'Ivoire asphyxiée. Le président Oufouette aussi ne va pas trop réfléchir parce que, effectivement, les mécanismes du franc CFA font que vous produisez et vous ne pouvez que vendre. Eh bien, il fera des discours pour expliquer qu'il faut produire la fève de cacao. Il faut produire la fève de cacao. Mais tu produis la fève de cacao, quel contrôle tu as? C'est le prix de la fève de cacao. Et un jour, il va s'amener à la bourse de Londres. On va lui dire que comme ça, eh bien, on prend ta tonne à 10 000, on prenait ta tonne de fève de cacao à 10 000 francs, eh bien, on te la prend plus qu'à 2 000. Et moi, j'ai des vidéos où je veux avoir un discours extrêmement dur du président Houphouët-Boigny vis-à-vis du Fonds monétaire. D'ailleurs, à un moment donné, il va stocker la fève de cacao, il va la brûler et dit que ben, nous allons stocker la fève de cacao, on ne peut pas le vendre. Donc, et on lui a fourgué ce Ouattara. Crise économique, on fourgue M. Ouattara qui vient avec un agenda du Fonds monétaire international. Qu'est-ce qu'il fait? Et le pauvre était pratiquement en fin de vie. Il va liquider. Voilà comment on commence à dépecer la Côte d'Ivoire. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des accords de défense et des accords de coopération, où la France vous interdit en fait d'avoir une armée régulière. Ça a été gymnastique pas possible au Cameroun pour pouvoir amorcer ce que le président va faire chez nous, c'est-à-dire que la réforme des armées et pouvoir avoir, comment je vais dire, que une bonne partie de notre armée sous un commandement autonome formé par nos officiers, par nos écoles militaires interarmées et de guerre et par nos centres d'instruction. C'est pas donné. Quand vous regardez tous les États du précaré français, ben, excusez-moi, il n'y a que le Tchad, le président Déby qui a pu le faire, mais aussi à quel prix? Parce qu'on expliquait qu'il veut piller de l'argent. On lui demandait de mettre l'argent en fait pour la génération future. Mais il expliquait, s'il n'y a pas de paix, la génération future bâtit le Tchad sur quoi? Et le Tchad passait de déstabilisation en déstabilisation. C'est-à-dire qu'on fera tout genre d'accord. Il y avait autant de factions armées au Tchad que d'hommes politiques, que de quartiers au Tchad. Qui était derrière? C'était toujours cette même oligarchie. Donc, c'est-à-dire que c'est inacceptable véritablement ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je me suis même allé plus loin et même essayé un peu de réfléchir et dire que on le prendrait comme ça à la rigolade, mais il faut véritablement questionner même la véritable santé de M. Ouattara. Parce que vous ne pouvez pas être aussi sûr de vous quand vous faites la première déclaration de façon solennelle et vous venez faire la deuxième déclaration en invoquant le cas de force majeure. Mais où était le cas de force majeure? Il n'y a aucun cas de force majeure. Il parle d'ailleurs de devoir citoyen.
Aucun cas de force majeure en Côte d'Ivoire. La mort de Gon Coulibaly. Aucun cas de force majeure. Mais M. Gon Coulibaly, tout le monde savait que M. Gon Coulibaly ne pouvait pas tirer une campagne électorale. Il n'y avait plus quelqu'un d'autre en dehors de Gon Coulibaly d'ailleurs? Eh bien, c'est la raison que c'est ce qu'il faut poser la question à M. Ouattara. Vous posez la question s'il n'y avait plus d'autres. Mais il y avait quelqu'un d'abord, comme Kamblan Duncan d'ailleurs. D'ailleurs, tous ceux qui ont cru à M. Ouattara. Kamblan Duncan a démissionné. Oui, mais lui-même, qui était Kamblan Duncan? C'est en fait le prototype, c'est le clone de M. Ouattara. Même trajectoire. Fonds monétaire international, BDCAO, ministère des Finances. Vous savez que la France, les cadres et même les ministres des Finances, à une époque, en quelque sorte, étaient pratiquement sponsorisés par la France. C'est-à-dire nos présidents avaient les mains liées. Ça faisait partie des conditionnalités, en quelque sorte, du Fonds monétaire international. On va avoir même un ici qui sera très apprécié du Fonds monétaire international, qui va même aller dans une réunion avec l'opposition pour dire que mais j'ai quand même informé qui de droit. Il était très très apprécié du Fonds monétaire. Il va finir PCA de la Camer aujourd'hui, je ne sais pas trop. Donc c'est le Fonds monétaire international en quelque sorte qui exigeait et qui mettait en quelque sorte ces gens sur place. Moi, j'ai un autre problème, c'est le soutien de la communauté internationale sur ce processus électoral et sur cet affrontement et cette grave crise politique. Comment vous pouvez comprendre que l'ONU finance en quelque sorte cette histoire qu'on appelle l'élection en Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin d'élections? Au moment où nous parlons, il faut tout en Côte d'Ivoire sauf aller à l'élection. Il faut tout en Côte d'Ivoire. Par quoi? Parce que rien n'est réuni pour aller. Il n'y a même pas de liste électorale. On explique qu'un matin, vous ne voyez pas votre nom. Le ministre Légoudé nous explique que vous appelez, oh, j'ai pas vu mon nom, viens à 17h. Mais là, tu n'as pas vu. Oui, j'ai vu mon nom. Et quelqu'un qui a son nom, en fait, ne retrouve pas son nom. La loi est violée. La loi est violée. Les arrestations sont massives. Les consulats, les ambassades n'inscrivent pas. Parce que M. Ouattara veut faire évidemment, la communauté internationale prépare tout simplement un passage en force. Et cette histoire de l'écho, on aurait dû prêter beaucoup d'attention à cette histoire d'écho. Les gens n'ont pas vu peut-être des enjeux au-dessus même de l'écho. C'est une bataille. Le Covid va me faire voir, moi, les vrais enjeux. De savoir que, j'ai l'habitude de dire merci Covid-19. Si les Africains même ne modifient pas leur constitution pour s'armer et pouvoir lutter contre le Covid-20, 21, parce qu'on nous explique qu'il y a près de 2000 virus prêts à muter et s'attaquer à tout, la vie économique, la vie sexuelle, la vie religieuse, la vie... Donc vous voyez que nous sommes même dans une, comment je vais dire, réflexion où nous devons aller vers des modifications constitutionnelles parce que c'est ces modifications constitutionnelles, ces conditions qui font de l'État, qui peuvent donner en quelque sorte des mécanismes et un certain nombre de pouvoirs à des institutions de lutter contre ça. Sans ça, vous faites comment? Vous ne pouvez pas. Et c'est en ça, et effectivement, que moi, je vois cette histoire. La bataille est là pour le continent africain. Vous entendez quelqu'un comme M. Macron. Vous voyez l'Union européenne dire qu'on va voter un plan de 20 milliards pour aider l'Afrique pour lutter contre le Covid. Ben non, c'est un plan de 20 milliards pour vous vacciner. C'est un plan de 20 milliards d'euros qui n'a rien à voir de lutter contre le Covid. Vous voyez la France, les sénateurs français qui sortent un rapport pour dire aux dirigeants français que vous n'avez plus les moyens de pouvoir lutter dans ce qu'on appelle la bataille géopolitique mondiale. Même un pays comme la Turquie aujourd'hui est plus puissante que Paris, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la bataille géopolitique. Regardez la guerre en Syrie, regardez en Libye. C'est la Turquie qui arbitre le jeu en Libye. C'est la Turquie aujourd'hui qui tient le gouvernement de Tripoli. Et c'est monsieur Al-Sisi qui soutient le général Haftar. Sous, comment je vais dire que, sous les manipulations lavées de Washington, de Moscou et même de Pékin. Où est la France? La France se contente de brailler. La France se contente de regarder, en fait, et de plus rien dire. Donc, les sénateurs français expliquent à la France qu'il n'est plus question aux dirigeants français de perdre 1 cm² de nos acquis. Ça veut dire que si on a des M. Ouattara qui sont là et il veut partir, mais... essayons de voir comment on peut dire à M. Ouattara que nous, ce sont nos intérêts qui nous intéressent. Est-ce que toi, tu ne peux pas rester quitte à marcher sur une rivière de sang? Et le moment venu, si on n'a plus besoin de M. Ouattara, ben, nous liquidons M. Ouattara et on a un Tidjam Thiam, jeune, ancien directeur du général du Crédit Suisse, aujourd'hui recyclé dans le groupe Guérin, numéro 3 mondial du luxe. On peut le préparer. C'est comme ça qu'on va liquider Charles Taylor. Rappelez-vous de Charles Taylor.
Cette communauté internationale va donner toutes les garanties à Charles Taylor. Ah non, 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 laissez le pouvoir, on va liquider Charles Taylor après tout ce qu'il a fait. Laissez le pouvoir, on va vous trouver même un parachute doré, on va l'amener au Nigeria, et tout. Mais la même communauté internationale, au moment venu, quand il fallait se blanchir, eh bien, dira à M. Goodluck Jonathan, mettez-nous Charles Taylor dans un avion en direction ces pays. Donc, monsieur Ouattara, même à M. Bemba, M. Ouattara, c'est qui dans cette histoire? Mais les Ivoiriens n'affrontent pas M. Ouattara, c'est-à-dire les patriotes ivoiriens qui se passent, c'est-à-dire c'est le lampiste et comment je vais dire, c'est le paillasson de l'affaire. Vous affrontez la France, qui est dans sa stratégie interne de dire que sur notre précaré, au prix du sang, ne perdons pas 1 centimètre carré. Vous affrontez en quelque sorte l'Union européenne et ça devient un véritable problème dans nos pays. Le représentant de l'Union européenne, il sert à quoi? Il sert à ses crapuleries. C'est-à-dire que les politiques sales, à protéger les acquis justement les politiques de l'Occident sales des pays européens ne pouvant pas parler, sachant qu'ils vont venir avec nous sur des accords bilatéraux et sur, comment je vais dire, la recherche des marchés, font passer toute la crapulerie derrière celui qu'on appelle le haut représentant de l'Union européenne. Merci. Et à côté de ça, vous avez l'ONU et le PNUD qui financent cette histoire. Donc voilà en quelque sorte le gang qui pratiquement donne un blanc-seing à M. Ouattara, soutient M. Ouattara au prix du sang et en même temps prépare déjà une carte de rechange qui, le moment venu, liquidera M. Ouattara, moi je suis pas mettant quelqu'un d'autre au pouvoir. Rêvons même qu'il gagne l'élection. On peut demander à M. Ouattara un jour tout simplement que monsieur, constituez-vous prisonnier, allez de vous-même à la CPI, tout simplement vous constituez prisonnier là-bas à la CPI. Donc, comme on dit, il a reçu, comment je vais dire que vous savez appeler ça comment? Le truc d'égarement que Dieu donne, le certificat d'égarement. Il a reçu le certificat d'égarement. Ne me demandez pas de pleurer sur le sort de M. Ouattara, M. Ngoss. Mais je vous comprends parfaitement. Albert Anatola, ici, personne, jusqu'à preuve de contexte sur ce plateau, n'a besoin de donner un blanc-seing, en tout cas à Alassane Draman Ouattara. Mais pendant ce temps, quand même, Albert Anatola, ici, l'opposition ivoirienne juge la candidature d'Alassane Draman Ouattara illégale, eu égard d'ailleurs à la nouvelle constitution de 2016, ça il faut le dire. Maurice Kakou Giwakwe, secrétaire général du PDCI, a annoncé d'ailleurs le dépôt d'un recours contre cette candidature auprès du Conseil constitutionnel. Oui, disons que en suivant les 2 éléments que vous avez bien voulu nous présenter tout à l'heure, j'ai 3 grilles de lecture. La première grille de lecture porte sur la crédibilité de la parole présidentielle. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire avec conviction que vous avez mûrement réfléchi. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et de décider de ne pas se représenter pour un 3e mandat. Vous donnez vous motivez votre décision. Vous la justifiez devant vos militants, vos sympathisants. Vous revenez quelque temps après, dire exactement le contraire, avec les mêmes motivations, avec les mêmes justifications. Ça veut dire qu'il y a un manque de sérieux et de crédibilité. Maintenant, au regard de la loi, que lui-même convoque, parce que dans la première intervention, il convoque une disposition de la Constitution ivoirienne, la loi fondamentale, notamment l'article 183. Qui dit qu'il ne peut pas être candidat? Il ne peut pas être candidat. Bon, qu'est-ce qui s'est fait entre-temps pour qu'il remette en question cette disposition constitutionnelle? Pour qu'il remette en question sa propre parole. Ça ne fait Finalement, pas. sa parole ne vaut plus rien alors. D'où la crédibilité et surtout le sens même de la parole présidentielle. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire personne ne l'a obligé à faire une telle déclaration. Il prend sur lui de le dire de manière solennelle devant son parti politique, devant les cadres militants de son parti politique. Ça veut dire nous sommes dans un théâtre. Et je ne pense pas que la politique soit vraiment un théâtre. La politique, c'est quelque chose de sérieux. Puisque nous parlons de la loi fondamentale, je voudrais donc glisser au niveau de la constitutionnalité même de sa candidature. Puisque le débat, justement, est à court au niveau de l'espace politique ivoirien, notamment du côté de l'opposition que vous avez convoqué tout à l'heure là, qui estime justement, de manière légitime,
que la candidature, du moins pour le 3e mandat de M. Ouattara, que M. Adama Bitogo inscrit dans la 3e République, pendant que l'opposition estime qu'il y a une violation de la Constitution. Donc, c'est une candidature illégale et donc porteuse de germes d'une crise politique à venir. Donc, puisqu'il convoque dans le 2e élément, il parle de la sécurité parce qu'il estime qu'il a besoin, il se représente pour un 3e mandat parce que, pour des raisons de sécurité, surtout pour préserver les acquis de manière générale, il faut qu'il se représente. Mais quels sont les acquis de la Côte d'Ivoire? Allons-en. Pendant son magistère. Croissance à 3 chiffres. Non, croissance à 2 chiffres. Finalement, c'est devenu une croissance à 1 chiffre. C'est quoi les acquis? Allons, on vous écoute, Albert. C'est quoi les acquis de la Côte d'Ivoire? La mort politique des différents adversaires politiques, le recul des libertés publiques, le recul de la croissance, l'endettement excessif, le renouvellement des accords de coopération, les coopérations militaires et les accords militaires de coopération léonins. Pratiquement, c'est la France qui a le titre foncier de la Côte d'Ivoire, y compris le palais présidentiel. Voilà le bilan de la Côte De d'Ivoire. l'Assemblée nationale, il ne faut pas oublier. Voilà le bilan. Maintenant, on voudrait aller aux élections apaisées, d'accord, parlons-en. Vous ne pouvez pas aller à une élection apaisée avec déjà 2 contentieux. On ne peut pas à une élection apaisée avec 2 contentieux. Le premier contentieux est juridique. Il y a la question de la configuration de la commission électorale indépendante centrale qui est contestée par l'opposition parce qu'elle est monocolore. Du moins, elle est totalement et absolument acquise au camp présidentiel. Maintenant, sur le plan toujours juridique, vous avez messieurs Soro, monsieur Babo et Charles Blé Goudé qui ont de la peine à retrouver sur la tête de leurs ancêtres pour des raisons politiciennes. Tout à l'heure, il y a quelques jours, je vous disais que sur ce plateau que lorsque quelqu'un a été condamné par contumace dans son pays et que se retrouvant à l'extérieur et qu'il a envie de rentrer, mais c'est l'occasion pour la justice de son pays de l'accueillir à l'aéroport et il faut qu'il purge sa peine. C'est la chose la plus élémentaire. Mais pourquoi est-ce qu'on refuse que M. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé et Soro rentrent en Côte d'Ivoire, notamment M. Laurent Gbagbo? Pourquoi est-ce qu'on refuse qu'il rentre en Côte d'Ivoire? Parce que si M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il n'y aura plus d'élection en octobre. Tant prochain. Oui. Si du moins cette élection, parce qu'il n'est même pas... Il n'est pas encore sûr que l'élection aura bel et bien lieu. Il n'est pas exclu qu'entre-temps, qu'il y ait une autre sortie de M. Alassane Dramane Ouattara qui va encore nous justifier l'injustifiable que cette élection ne peut pas se tenir. Il y a eu, c'est une parenthèse, je crois que c'était au mois d'avril, au mars par là, il a quand même engagé un certain nombre d'actes visant à ce qu'il y ait une continuité parlementaire. Lorsque vous vous engagez dans la continuité parlementaire, ce n'est pas pour des desseins nobles en mon sens. C'est en prévision de quelque chose. C'est en prévision d'un projet qui n'a rien de sérieux. Maintenant, je parle tout à l'heure du contentieux juridique. Maintenant, je reviens sur le contentieux politique. Le contentieux politique, c'est que nous sommes dans un contexte où vous avez des camps qui ne sont pas encore apaisés. Il y avait un projet qu'on croyait véritablement mis en musique, notamment le fameux projet de vérité et réconciliation. Vous ne pouvez pas aller à une élection qui se veut apaiser tout en laissant des contentieux de cette nature. C'est absolument impensable. M. Macron l'a donc félicité que, oui, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un homme de parole, c'est un homme d'État. Il salue, n'est-ce pas, sa décision à ne pas se représenter la prochaine élection présidentielle. La Côte d'Ivoire, c'est un exemple. Waouh!
Bon, la France qui a installé M. Ouattara avec des chars. Je pense qu'il est important de dire une chose. Nous sommes, tout à l'heure je parle de théâtre, mais un théâtre macabre. C'est un théâtre macabre parce que tout à l'heure vous avez également convoqué les manifestations que les partisans, notamment de Laurent Gbagbo, ont n'est-ce pas, organisé dans certaines rues de la Côte d'Ivoire pour réclamer le retour de leur champion. Donc je pense que, comme tout à l'heure le grand frère Tandjila indiquait, organiser une élection en Côte d'Ivoire n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun pour deux raisons. La première, il faut d'abord régler le contentieux politique. Ça, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas organiser une élection aussi importante que la présidentielle dans ce climat. Avec les cœurs aussi. Ça veut dire que, et d'ailleurs, M. Soro l'a dit, fort opportunément indiqué que la Côte d'Ivoire s'achemine vers une nouvelle crise. Ce que nous n'avons pas besoin justement. Ce que nous ne souhaitons pas. Non, malheureusement, sauf que tout est mis en œuvre pour que ce soit le cas. Et ce sera le cas. Là maintenant, il est question que justement, après la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara, que la Cour constitutionnelle prenne ses responsabilités pour juger de la constitutionnalité de ces candidatures. Tout à fait. Mais nous savons que la justice ivoirienne étant une justice comme la plupart sur le continent africain, étant une justice aux ordres, mais elle va entraîner cette candidature. Et c'est là où tout va commencer. Exactement. Mais Albert Anatolaï, on a l'impression qu'en Afrique francophone, toutes les constitutions sont taillées sur mesure, sans limitation de mandat. Non, je veux dire que là c'est un autre débat. C'est le discours de France. C'est un autre débat parce que le débat de fond, oui, à mon sens, ça devrait porter sur l'application d'une démocratie à l'africaine. Parce que si nous appliquons une démocratie calquée à l'occidental, au modèle occidental, oui, non, on sonne tout faux. Élection à deux. Non, c'est pas possible. Parce que le contexte est différent. Les autres ont comptent plusieurs siècles d'indépendance devant eux. Ils ont eu le temps, n'est-ce pas, de construire une société qui a tous les éléments d'une démocratie, enfin, leur démocratie. Mais nous savons, la plupart des pays africains, en dehors de l'Éthiopie, ont 60 ans d'indépendance. Bon, est-ce que vous avez eu le temps de construire un modèle de démocratie, un modèle politique, un modèle économique? En 60 ans? Non, en 60 ans, vous n'avez pas eu le temps de faire tout ça. Donc, il faut donc, en quelque sorte, inculturer la démocratie que d'autres se vantent de nous avoir apportée. Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que nous voudrons faire selon le modèle des autres. Or, les autres sont constamment en avance. Ça devient compliqué. La preuve, puisque permettez-moi de sortir par là, l'élection ivoirienne d'octobre prochain me crée un problème. Là, je parle à titre personnel, ça me crée un problème parce que lorsqu'on regarde le fichier électoral, oui, vous avez un fichier électoral qui est problématique. Vous avez des inscrits qui ne retrouvent pas leur nom. Vous avez des doublons. Vous avez le code électoral qui n'est pas consensuel, à peu près le même débat qu'ici. Vous avez l'organisme en charge de l'organisation des élections qui n'est pas consensuel. Vous avez certains acteurs clés du processus politique qui sont écartés au profit d'autres. Et je sors par là la déclaration de M. Alassane Dramane Ouattara qui voudrait faire croire qu'au sein de son parti politique, en dehors de Amadou Gon Coulibaly, il n'y avait pas d'autre alternative, à mon sens. Soit c'est du cynisme, soit c'est du mensonge. Beaucoup de personnes parlent de mensonge tout à l'heure sur ce plateau, soit c'est un aveu d'échec. Il voudrait faire croire aux Ivoiriens que au sein du RHDP, en dehors du Gon Coulibaly et de lui, il n'y avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait porter, n'est-ce pas, la candidature présidentielle.
C'est la grande interrogation jusqu'à preuve de contraire. On se pose sur cette question. Messieurs, on a encore 30 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin qui va jusqu'à 9h30 ce lundi. Bonjour, DBS Matin est devenu mon réveil et quand je rate la veille pour suivre la rediffusion à 22h. Ici au Togo, nous sommes dans un bateau où Dieu même ne sait pas la destination pour la Côte d'Ivoire. Le démon président Ouattara doit quitter et j'ai confiance en la population ivoirienne. Pour finir, j'aimerais avoir le numéro de Bertrand Tatinda, jeune dynamique que j'apprécie depuis le premier jour où je l'ai vu. Je rêve de le rencontrer un jour. Chapeau, président Badakani, je te surnomme Sankara d'Afrique centrale. Tu es formidable, soyez prudent parce que vos énergies et les traîtres sont dans votre entourage. Des fois, c'est vos collaborateurs Bruno Bannou Togué depuis Lomé au Togo. Bonjour DBS Matin, il y a tous les panélistes. Si l'on explique la Côte d'Ivoire et que tu comprends, c'est que vous avez été en vacances au Cameroun, Christian Yemele, à Yaoundé, du côté de Biamassi. Je continue également. Salut, monsieur Ouattara savait bel et bien que monsieur Gon n'y arriverait pas. Et c'était pas un piège. Ouattara est un filou. Là encore, nous avons Armel depuis le Togo. Bonjour le panel. Vraiment, Ouattara va plonger la Côte d'Ivoire dans le chaos et la Côte d'Ivoire sera la deuxième Libye. Notez aussi, les chefs d'État sont trop lâches une fois arrivés au pouvoir. Vincent toujours depuis Kara, le nord du Togo. Je vous remercie, monsieur Ngos, cordialement. Continuez de nous faire plaisir sur votre plateau de festin intellectuel. Il y a un fan club de DBS ici à Marois. Saluez-moi le président Bandakani. Il est là, hein, je lui dis bonjour de votre part. Juste un bonjour à toute l'équipe et surtout les invités. La personne n'a pas laissé justement son nom. Bonjour monsieur Ngo, c'est tout votre panel, plus particulièrement au président Bandakani. Qu'est-ce qui vous surprend sur le discours d'Ado? Tous les hommes politiques sont des menteurs, quand bien même il est président, même dans une association au quartier, ce n'est pas du tout facile de laisser le poste prestigieux. Donc vous pouvez comprendre, Ado. Bonne journée à DBS. Anta Job Mevoua depuis Ayoma Bang, du côté de Yaoundé, de sud du Cameroun. D'ailleurs, messieurs, je vais continuer à prendre vos écrits dans un instant, tout simplement pour vous dire que restez en tout cas. Vous pouvez nous envoyer justement vos messages via notre compte WhatsApp 667 64 57 57 comme vous le faites d'ailleurs. Président Badakani, plus que, il faut le dire, 28 minutes pour sortir de cette édition de DBS Matin. On parle bien sûr de Ouattara aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire. Vous nous avez fait comprendre il y a encore quelques instants, et puis avec les autres également, que c'est un pion qui a été justement placé par l'Occident pour un plan machiavélique bien précis. Et que jusqu'à preuve de contraire, même s'il faut... il faut le dire, traverser une mare de sang, il préférerait le garder encore en place, même si lui-même, il n'est pas du tout sûr, en sécurité. On vous a dit tout à l'heure que les manifestants, les jeunes manifestants, sont sortis dans les rues depuis vendredi. Vous avez vu les images dans quel média? Aucun média jusqu'à preuve de contraire du côté de l'Occident. Ce qu'on prépare, toute l'histoire de l'Afrique, vous ne parlez que de l'Afrique, et même du monde, montre que ces gens se nourrissent de guerre. Ils se nourrissent des océans de sang. Parce que tout à l'heure, j'ai cru comprendre, je peux me tromper, je peux avoir mal compris, que non, la CI n'est pas en place, la Constitution est violée, les gens sont à l'étranger, les gens sont envoyés en exil à dessein. Ben, Anatole ici, tu le sais très bien, M. Ouattara se nourrit de ça. C'est ça. C'est pas que ça le... c'est pas... Non. Il ne faut pas croire qu'il est dérangé par ça. M. Ouattara n'est pas dérangé par ça. Ça ne le perturbe même pas une seconde. Il se nourrit de ça. Dans la pure stratégie de l'initiation de l'illuminatisme. Tout à l'heure, Bertrand a posé la question, de manière similaire, que mais c'est quoi l'illuminatisme? Oui, mais il faut, parce qu'on fait comme si c'est la théorie du complot. Vous savez qu'il y a une tactique là maintenant dehors qui est répandue par les illuminatistes, justement, parce que quand vous parlez de ça, on dit tu es un complotiste. Tu es un complot. Et ça fait peur aux gens. Moi, je m'en fous, ça ne m'impressionne pas. M. Bertrand vous a dit quelque chose tout à l'heure. Il vous a dit qu'il y a plus de 2000 virus qui planent sur nos têtes pour nous menacer. Mais voilà les illuminatistes, Bertrand. On connaît les laboratoires où ça se fabrique. Qui trafique les virus dans les laboratoires? Qui organise ça? Qui finance? C'est dans les mains de qui? Qui gère Big Pharma? Mais on parle de quoi? Ce laboratoire, on vous a dit, ok, on a créé le P4, qui est l'endroit où les virus sont les plus sécurisés. Eh bien,
les études démontrent que le P4 n'est pas sécurisé à 100%. Même pas à 75%. Rien du tout. Donc les virus peuvent s'échapper. Mais il y a même plus grave. On les aide même à s'échapper. Il y a même plus grave. C'est-à-dire que les patrons des virus, c'est-à-dire les modèles qu'on trafique en laboratoire, vous les retrouvez sur Internet. Qui les met sur Internet? Et quand c'est sur Internet, un djihadiste, entre guillemets, peut prendre et... Pourquoi mettre ça sur Internet? Alors nous parlons là. Vous avez $5,000, vous avez un laboratoire qui vous fabrique les virus. Vous avez les modèles des laboratoires sur Internet. Voilà là où on se trouve. Ça c'est un complot. Donc, Bertrand lui-même, il a très bien décrit les Illuminatifs. C'est ce conglomérat-là qui est derrière tout ça. Ils ont les figures existent, pas la fiction. Rothschild, c'est qui? C'est pas votre frère, mais c'est tout là ici. Voilà une famille qui a 40% de la richesse mondiale. Vous me dites comment une famille a fait pour avoir 40% de la richesse mondiale? Dites-moi comment on fait. Dites-moi, Jocelyn Goss, quel est ce monde où vous avez 1% de la population mondiale qui a pratiquement 90% des richesses mondiales? Comment? Mais expliquez-moi ça. Et depuis que l'humanité existe, quand vous êtes dans ce genre de configuration extrêmement inégalitaire, depuis la Grèce antique, en passant par le conflit entre les Spartes et Athènes, quand vous avez ce genre de configuration, eh bien, vous avez un gouvernement nazi. Parce que pour justifier les inégalités, pour les maintenir et les contrôler, il faut un gouvernement nazi. Alors quand vous partez depuis le berceau de la civilisation occidentale, la Grèce antique, allez lire l'histoire du conflit entre Sparte et Athènes. Vous allez voir le système que Sparte a mis sur pied pour justement gérer son conflit avec Athènes. Parce que Sparte était caractérisé par le fait qu'il y avait une minorité qui s'estimait être le peuple élu et qui faisait face à une majorité, parlons comme ça, d'étrangers dégénérés. Allez voir le système militaire qui a été mis à Sparte pour gérer ça. Vous allez voir ce qu'on vit aujourd'hui, mon cher Jocelyn Goss. Mais dis-moi comment on fait pour contrôler une population qu'on a appauvrie et dont on est parmi la population 1%. Comment on fait? Mais on crée des vaccins, monsieur. On met sur pied un système pour configurer leur immunité, pour pouvoir les gérer à partir d'un serveur universel avec les boulons. On transforme les gens en logiciels. Mais c'est le projet. C'est ça les Illuminatis. C'est ça qu'on dit. Donc, c'est cela qui est... C'est ça, ce qui est devant nous. Et ce sont ces gens qui ont placé M. Ouattara au pouvoir. Ils ne l'ont pas placé là pour nos beaux yeux. Ils l'ont placé là pour exécuter l'agenda. Et il a en train de l'exécuter. Je vais vous dire que l'une des théories fondamentales des Illuminatis, c'est quoi? C'est la théorie de la dualité. Le bien égale le mal égale le bien. Le bien triomphe, on gagne. Le mal triomphe, on gagne. Souvent, les deux, on mélange maintenant, théorie du chaos, on gagne. Donc, la configuration actuelle à Côte d'Ivoire, c'est le schéma adoré des Illuminatifs. Une situation chaotique, il y a le chaos, ils adorent ça. Et M. Ouattara est le maître dans ça. Il est en train de faire ce qu'on lui a dit de faire, le chaos. Quand il y a le chaos, on pêche à nos troupes. Quand il y a le chaos, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tous les acteurs du tram ivoirien, vous mettez Barbeau de côté, tous sont gérés par qui? M. Soro, il est où? Il est où? En France. À Paris, pour chercher le pouvoir. Il a dit lui-même. M. Ouattara, c'est un Parisien en plus. N'est-ce pas? M. Henri Konan Bédié, le patriarche, c'est à Paris qui prend ses ordres. On lui a dit, en 2010, va soutenir Ouattara. Il a couru comme un enfant. Il allait le soutenir. Maintenant, il fait semblant d'autres. Il s'oppose à M. Ouattara. Mais quand Paris va dire, oh monsieur, aligne-toi, il va s'aligner. Parce que ses biens sont gardés où? Alors, vous prenez tous les classes ivoiriennes, les Amontano, les gens qui s'agitent là, les Marcel Amontano. Vous prenez Thiam. Regardez tous les classes ivoiriennes. Ça veut dire que même si Ouattara n'est pas là demain. Et ça les arrange. Parce que quand il y a le chaos comme ça, ben c'est eux qui habitent le chaos. C'est eux qui habitent le chaos. Barbeau et son ministre sont libres, mais avec une épée sur leur tête. On leur dit ok. Et quand vous êtes comme Barbeau, votre bataille première, c'est de rentrer chez vous. Ça ne veut même pas dire que je vais être candidat par le pouvoir. C'est que je vais rentrer chez moi. On dit non, tu vas rentrer. On dit bon, laisse passer Ouattara. Et pendant que Ouattara lui-même croit qu'il va passer, le vide autour de lui, on l'a obligé, on l'a même pas obligé, il est en guerre avec tout le monde qui l'entourait. Il est en guerre avec Guillaume Soro, à qui il a dit, je te donne le pouvoir. Il a menti. Il est en guerre avec Aban Douklan, à qui il a dit, tu vas me remplacer. Il a menti. Il est en guerre avec Bakayoko, à qui il a dit, vends la drogue pour nous,
je vais te donner le pouvoir. Il a menti à Bakayoko, il a menti à Nicolas Bédié, à Daokro, l'appel de Daokro, ils ont signé. Il a dit à Bédié, non, reste tranquille, tu es le doyen, tu es le patriarche, tu es même le remplaçant d'Oufouet. On s'il a fait un mandat, je pars. Il a menti à Nicolas Bédié. Mais vous voyez même que c'est une affaire où même sur le plan personnel, les gens ne peuvent pas lui pardonner. Et voilà la situation qu'on aime en Côte d'Ivoire. Voilà la situation que les illuminatistes aiment. Depuis les années 90, ça s'appelle la théorie du chaos, la géopolitique du chaos. On sème le chaos partout et on habite. Les gens ne savent même pas à qui ils ont affaire, les illuminatistes. Vous avez affaire à un groupe humain, entre guillemets, apparemment humain, qui est en sécession avec la Terre. On n'a pas le temps. Moi, je suis prêt à mettre une gauche. Faire une émission sur les illuminatistes, je viens d'expliquer aux gens qui ils sont, d'où ils sont nés, où ils vont, quel est leur projet. Les gens, ce n'est pas un jeu. Mon cher docteur ici. Donc, il n'y a pas de hasard. Comment? Dites-moi pourquoi aujourd'hui on veut à tout prix nous pucer, nous mettre un vaccin. Dites-moi pourquoi. Et vous voyez dans aucun champ politique ce débat dans l'ordre du jour. Dans aucun champ politique ce débat dans l'ordre du jour. Pourquoi il y a le silence de ce qu'on ne voit pas? Oh, ben, ça vous a dit, le plan qu'on a voté pour l'Afrique européenne, tout ça est lié au vaccin, ça va financer Gavi. On connaît, Gavi, ça va financer les laboratoires. C'est déjà arrêté. Et le projet, c'est quoi? Alors, nous parlons à l'Afrique du Sud. Ramaphosa a permis qu'on expérimente ça. Le Modena, à l'heure actuelle, les étudiants ont grévé, il a envoyé la main tirer sur eux. Mais ce n'est pas le hasard. Donc, les gens ne s'amusent pas. Ce matin, je vous ai parlé la configuration qui est en place pour nous obliger pour le vaccin. Je l'ai dit il y a 2 mois, 3 mois. J'ai dit qu'on va vous obliger. On va conditionner ça par. Pour voyager, vous aurez besoin du vaccin. Pour faire les transactions économiques, vous aurez besoin du vaccin. Le plan est clair. Ils sont en train d'y aller de manière claire. Je termine par, tout à l'heure, Bertrand a convoqué quelque chose. Allons-y, il n'y a plus que 19 minutes pour sortir de là. Chacun va avoir une parole de 5 minutes. On parle du bilan de Ouattara. Moi, ça me fait rire. Son économie, le miracle ivoirien sur Oufouet, c'était qui en Afrique dépassait Oufouet en matière de taux de croissance? On a parlé du miracle ivoirien, ça s'enseignait dans les universités. Mais ça s'est terminé comment? Donc, qui peut perdre le temps aujourd'hui, quand on a connu l'expérience d'Oufouet, de s'attarder sur les taux de croissance drogués de M. Ouattara? Qui peut s'y attarder? Donc, comme tu as dit, il n'y a même pas de bilan. Le rapport du Sénat, le titre, Bertrand, l'Afrique est l'avenir de la France. Voilà le titre de ce rapport. Ouais. C'est écrit. Ouais. Et quand on dit que l'Afrique est l'avenir de la France, c'est que ça sera sans les Africains. On a dit l'Afrique, on n'a pas dit les Africains. Lisez bien la France. On dit l'Afrique est l'avenir de la France. Mais on va vous tuer tous. On va vous exterminer par le virus. Dans le monde, il y a eu ça plusieurs fois. Qu'est-ce qui est arrivé aux Indiens? Est-ce que l'avenir n'était pas leur continent? Combien d'Indiens vivent aujourd'hui? Dans quelles conditions ils vivent aujourd'hui? Donc quand on parle, les gens pensent qu'on rêve. Le problème, c'est de nous appliquer ce qui a été fait aux Indiens. On va vous exterminer. Vous allez rester une population qui survit. Et on vous mettra dans des parcs. Ça peut être des très beaux parcs. Hein? On vous parquera dedans, on va dire espèce en voie de disparition, il faut la protéger. C'est le projet. Quand la France vous dit que son avenir, c'est l'Afrique, vous ne comprenez pas. On a commencé ça avec l'apartheid. Et quand Bernard-Henri Lévy, je suis par là, vous dit ouvertement dans un débat, Bernard-Henri Lévy n'est pas n'importe qui. C'est un buveur de sang. J'assume mes mots. On l'a vu en Libye. C'est un philosophe buveur de sang, Bernard-Henri Lévy. Ce n'est pas n'importe qui dans la hiérarchie illuminatiste. Il vous a dit dans un débat en France que la France doit redevenir un empire. C'est ce que ça veut dire? La France doit redevenir un empire pour se tenir face à la Chine, face à l'Amérique et à la Russie. La France n'a pas d'autre choix que de devenir un empire. Que les Africains se préparent. Ou ça passe, ou ça casse. Merci. André Kissef engage jusqu'à preuve de contraire. Finalement, lorsqu'on écoute les uns les autres, et surtout le président Badakani, finalement, l'Afrique est en danger. Puisqu'on va toujours mettre à la tête des États des pions qui vont servir l'Occident. Ben, c'est pour ça que nous représentons le renouveau panafricaniste, qui est basé d'abord sur la spiritualité et sur le divin. C'est-à-dire en mettant les principes de la parole de Dieu au devant de la scène. Parce que tout ce qui... Vous n'avez pas deux moyens de les combattre. Donc, tous ceux qui pensent que... C'est le seul moyen d'ailleurs. Mais c'est le seul moyen parce que ils ont adopté. Parce que quand le président Badakani parlait de l'esprit d'égarement, quand vous avez une société qui légalise l'homosexualité, c'est l'esprit d'égarement. Quand vous avez une société qui accepte
de dire que homme peut aller avec homme, femme peut aller avec femme, maintenant même avec les animaux, donc c'est-à-dire un homme avec un animal, c'est bon, une femme avec un animal, un chien, un serpent et tout le reste, ça c'est la société occidentale, c'est la société illuminatiste. Donc vous comprenez qu'en réalité, nous qui avons encore le sens, le divin, où nous pensons encore que Dieu existe, parce que l'Europe et tout son conglomérat ont chassé Dieu de toutes leurs affaires. Ils ont chassé Dieu de la culture, ils ont chassé Dieu de l'économie, ils ont chassé Dieu de tout ce qui peut être leur style de vie. Donc, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se préparer à un nouveau mouvement. Parce que c'est un mouvement qui doit ou nous emporter ou nous stabiliser. Et je pense que, et d'ailleurs, Bertrand Tatine l'a dit tout à l'heure par rapport au Covid, c'est venu révéler le vrai plan aujourd'hui. Un virus qui tue tout. Il tue la culture, il tue l'économie, il tue les êtres humains, il tue tout sur son chemin. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous ne devons pas revoir notre logique, nos constitutions, revoir tout ce que nous avons, notre logiciel qu'on a inculqué, notre éducation? Est-ce qu'on ne doit pas revoir? Donc, nous pensons qu'il est très important de nous préparer. Et c'est pour ça que la France se battra par tous les moyens pour que M. Ouattara puisse arriver au pouvoir. Mais je vais parler comme Ivoirien, en deux choses. De la façon que tu viens au pouvoir, c'est comme ça aussi que tu vas partir. Ouattara est venu au pouvoir de quelle manière? C'est comme ça aussi qu'il va partir du pouvoir. Vous revenez sur la chanson de Espoir 2000, de la manière tu viens au pouvoir. C'est ivoirien, non? C'est ivoirien, non? Je parle... mais attends. Et ils ont aussi un deuxième truc. Il y a Dieu dedans. Dans cette affaire-là de la Côte d'Ivoire, il y a Dieu dedans. Parce que si tout ce scénario ne se présentait pas au grand public, on allait acclamer, on allait croire que Ouattara est vraiment un homme de parole. On l'a vu quand il a dit qu'il a fait son show. Il fallait voir tous les unes des médias. On l'a vu d'ailleurs avec les images que nous avons proposées tout à l'heure. Macron a célébré. Donc vous comprenez, ils ont bu du champagne. Mais aujourd'hui, la vérité, c'est que l'esprit d'égarement est justement dans leur camp. Donc nous, les Africains, le renouveau panafricaniste que nous incarnons aujourd'hui doit inclure le divin d'abord en premier. Parce que cette bataille ne peut pas être gagnée sans le divin au devant. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons tous ces acteurs qui parlent du panafricanisme et qui comptent sur d'autres logiques, ou bien ceux qui ont le même logiciel que les Ouattara, parce qu'en réalité, ils ont, ou bien même la puce, parce qu'on peut déjà dire qu'eux, ils ont déjà la puce, parce qu'ils sont manipulés à partir de Washington, ils sont manipulés à partir de Paris, donc ils sont déjà manipulés. Et d'ailleurs, même on dit que ECO, c'est que Emmanuel contrôle Ouattara. Tu vois un peu, et on fait le dessin d'une PlayStation. Macron a la manette en main. Donc, ça peut tout dire, vous comprenez peu. Donc, pour dire que nous, les Africains, nous avons besoin de nous préparer parce que demain, ça sera très dur. Oui, il y a plein de Covid qui sont préparés, plein de virus qui sont préparés. Et d'ailleurs, du virus Covid 2020. C'est la guerre bactériologique. C'est le stade suprême de la guerre. Est-ce que l'Afrique est prête à... Merci, monsieur, est prête à batailler pour vos réactions ce matin. Donc, c'est quasiment une chose que nous devons nous préparer. Et je crois que l'Ivoirien a beaucoup prié pour que le marasme ne puisse plus arriver avec M. Ouattara. Donc, bienvenue le président Laurent Gbagbo. Est-ce que justement l'Afrique est préparée quand il y a les États-Unis, la France, l'Union européenne, tous ont besoin de leur part de gâteau en Afrique? C'est à la question qu'il faut se poser. Quand je parlais de révision constitutionnelle, qu'est-ce qui vous empêche de créer un tribunal criminel spécial humanitaire? On parle depuis des années. Voilà. Mais est-ce que il va falloir on a l'impression que les dirigeants africains ne réagissent pas? Revoir même nos juridictions de justice, de savoir effectivement qu'on peut créer un tribunal de criminels contre véritablement ceux qui sont derrière cette histoire. Mais eux, effectivement, la peur bleue qu'ils ont, c'est comment le taux d'accroissement de la population. Parce qu'à partir du moment, à partir du moment où la Chine ne leur donne plus ces garanties-là, c'est vous. Je vais vous donner même encore une information. Moi, j'ai vu l'autre jour, avant-hier, le représentant de la fonction, de la fondation de Bill Gates. Mais il est là en RCA. Alors que ce pays a besoin de tout. Ils sont allés offrir les centrifugeuses en quête pour conservation de vaccins avec un certain nombre de vaccins pour vacciner la population, pour lutter soi-disant contre les maladies tropicales. Voilà un pays
véritablement, qui appelait à l'aide et dont le président tous les jours appelle l'aide. Il n'a pas d'école, il n'a pas d'administration, il n'a pas d'armée, il n'a rien du tout. Vous trouvez que le cadeau qu'il faille faire à un pays comme la Centrafrique, et qu'est-ce qu'on met derrière? Ils ont appuyé en quelque sorte le retour d'un prébandier qu'on appelle monsieur en quelque sorte Bozizé, question de dire au président que si véritablement, d'ailleurs le pauvre, je l'ai vu faire un discours pour dire merci de la centrifugeuse de vaccins, il me donnait l'impression de quelqu'un qui était un peu attaché, il faisait tellement, tu sentais qu'il n'y pouvait rien. C'est un président que je soutiens, ce monsieur, il essaie de faire ce qu'il peut avec les patriarches de la CEMAC essayent de l'accompagner, mais qu'est-ce qu'il peut faire face à cette puissance-là? Il accueillait cette histoire, il accueillait les vaccins, alors que véritablement il faudra déjà qu'il aille en brousse chercher les populations à vacciner parce qu'il n'a pas de route. Comment il fera même pour avoir accès aux populations? Il n'a rien. Et vous trouvez que c'est ce qu'il faut offrir en priorité, c'est-à-dire que le responsable de la fondation de Bill Gates était là tout souriant. Voilà comment ça se déroule en fait sous vos yeux. Et voilà. Et eux, ils n'ont pas de frontières. La révolution des Gilets jaunes, c'était quoi? C'est des pauvres Français qui essaient de se battre contre cette histoire. C'est-à-dire la révolution des Gilets jaunes. J'ai même l'impression qu'ils ont infiltré ce mouvement qu'on appelle Black Lives Matter. Il faut faire un peu attention parce que il faut voir. C'est-à-dire que cette histoire-là. Soros annonce en 2014 dans un journal allemand, De Bild, je te donne le nom. Très crédible, dit-on crédible. Qui va faire ça? C'est pas une impression. Donc voilà un peu, voilà les enjeux de l'histoire. Africain est là, ils sont là, personne ne veut se préparer à cette histoire-là. Personne ne veut se préparer. Eh bien, attendons donc le Covid-35 et tout. J'ai oublié de vous apporter en quelque sorte le numéro du brevet du virus Ebola. C'est-à-dire que le matricule du virus Ebola. Le matricule dans le virus Ebola, en quelque sorte, c'est tout simplement une fabrication où quelqu'un revendique que c'est mon virus. J'ai les droits d'auteur sur le virus. Quelque chose qui tue. Albert Nadella, ici, jusqu'à preuve de contraire, c'est quand même que le Conseil constitutionnel ou bien la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé la candidature d'Alassane Dramane Ouattara. Là encore, il va y avoir un problème ou alors ça va passer comme une lettre à la poste. Tout à l'heure, je l'ai dit que ça va passer comme un suppositoire. Comme un suppositoire. Non, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça passera comme un suppositoire. Mais pour devenir sérieux, j'ai un patriarche qui avait l'habitude de me dire que lorsque beaucoup de gens commencent à vous apprécier, soit vous êtes naïf, soit vous vous êtes égaré. Mais à partir du moment où il commence à dire que vous êtes mauvais, ça veut dire que vous êtes normalement, vous êtes quelqu'un de sérieux. Oui, ça veut dire que vous êtes quelqu'un. Non, quand on commence à vous dire que monsieur Banda Kane, tu es mauvais, hein, ça veut dire que vous êtes dans le droit chemin. À partir du moment où tout le monde vous trouve bien, généreux, non, il y a un problème. Tout à l'heure, on a convoqué l'esprit d'égarement, oui, mais il est un adulte. Ça veut dire qu'il a choisi de servir d'autres intérêts que son pays par procuration. Pour sortir, je pense que lorsque une révolution ne peut pas être portée pour ceux qui créent les antagonismes sociaux. Non, du tout. Une révolution ne peut être que portée par ceux qui sont victimes de l'injustice. Et les victimes de l'injustice, ce sont les masses populaires. Nous faisons notre part dans le cadre de cette tribune, nous attirons l'attention des uns des autres. Maintenant, il arrive, parce qu'il ne faut pas compter non plus sur certains politiciens. Non, ça c'est aussi important. Parce que nous pensons que, même ceux qui disent aujourd'hui changement, ils vont pouvoir apporter le changement. Non, ils vont plutôt pérenniser le même système. Il y aura un renouvellement peut-être de la classe politique ou bien... Non, il y aura un casting au niveau des acteurs. Mais le même système sera pérennisé. Donc, il ne faut pas être naïf. Lorsqu'on parle de changement, il faut faire très attention. Donc, je pense que le véritable changement, c'est d'abord culturel, spirituel. Beaucoup l'ont convoqué dans le cadre de cette tribune. Donc, c'est important. Puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, il faut que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités dans les urnes, bien sûr. Et dans les urnes, messieurs, je vais passer à vous lire les derniers messages avant de sortir justement de cette édition. Bonjour le panel, les signes des temps. Je suis Maman Messi Claire. Elle nous a pas dit d'où elle écrit. Le problème africain. Bonjour à tout le panel et surtout bon courage à tous car la seule voie de sortie de l'Afrique, c'est par l'évangile holistique. Pasteur Akamba Alex. Le problème africain, c'est la France-Afrique et leurs promoteurs qui sont en majorité nos intellectuels
Illuminati. Bonjour DBS, félicitations à l'émission. Je voudrais le contact du président Bandakani. Ma question est de savoir quelle relation y a-t-il entre ces vaccins et le nombre 666. Félicitations au président Bandakani. La personne n'a pas laissé de nom. Je continue. Salut. Merci pour l'émission. Je vous adore tellement depuis Lomé au Togo. Désolé. Bonjour le panel, on se plaît toujours à vous écouter car vous dites des choses vraies. Bandakani, Bertrand et autres, merci pour ce que vous êtes pour l'Afrique et pour les Africains. Le peuple est dorénavant conscient de ce qui se prépare grâce à vous et même sans bombe atomique, cela ne passera plus et jamais plus. Désolé, c'est Youssouf depuis Fumban à l'ouest du Cameroun. Bonjour à vous sur le panel. Je salue personnellement M. Tachinda et M. Bandakani. Je suis un jeune étudiant camerounais. Je pleure quand je vois où va le monde et surtout ce qui attend l'Afrique. M. Ouattara ne doit plus jamais être président de la Côte d'Ivoire car c'est lui qui condamne l'Afrique noire. Vive le peuple ivoirien libre de choisir son leader et s'il vous plaît, aidez le président Paul Biya à ne pas fusionner avec l'éco Ouattara. Si oui, l'éco Nigeria. Nous les jeunes Africains, nous voulons vivre et surtout espérer, rêver et réussir tous debout comme Oumiobe et Thomas Sankara. Merci. Mbondondje depuis Douala. Bonjour à vous tous sur le plateau. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ceci. Je suis fier d'être togolais, mais je ne suis pas fier du Togo. Maintenant, je pense dire ceci. Je suis fier d'être africain, mais je ne suis pas fier de l'Afrique. Yannick, depuis le Togo. On nous écrit d'ailleurs du Togo. Hein. Il y a plusieurs de nos confrères et surtout de nos frères du Togo qui nous écrivent d'ailleurs ce matin. Bonjour à tout le panel d'IBS matin. Tous mes encouragements à mon président Bandakani. Madame Guesse depuis Douala. Bonjour à tout le panel. Le continent africain est en danger depuis la nuit des temps. Machiavel. Il a pris également le nom de Machiavel. J'espère qu'il sait ce qu'il a fait. Bonjour à votre riche panel. Ado est un loup aux longues dents, prêt à tout pour se maintenir en Côte d'Ivoire. Christian Yemele depuis Biem Massi, Biem Biscuiterie. Bonjour Bandakani qui aujourd'hui incrimine Ouattara n'est pas mieux placé car il n'est pas différent de ce dernier car il est un allié de Paul Biya de nos jours qui a eu à manipuler la Constitution comme Ouattara pour obliger autant de mandats. Toujours Christian Yemele depuis Yaoundé. Voilà, on vous a touché de ce côté-là pour dire que vous êtes un support. On ne répond pas. Messieurs, je vais vous dire merci d'avoir été là ce matin pour cette édition de DBS Matin. Bertrand Tatinda, il y a pas mal de personnes qui demandent votre contact. Bandakani également, vous demande votre contact. Tatinda Bertrand sur Facebook, il n'y a pas deux personnes au monde qui ont ce compte et je vous envoie mon numéro de téléphone. D'accord, et je vais prendre le dernier qui nous écrit. Bonjour le panéliste pour Bandakani et Bertrand, courage à vous pour tout ce que vous faites pour le continent africain et les autres bonnes journées. Et bien, ils continuent tous toujours à écrire. Hein. Si on me donne d'ailleurs le bonjour DBS Matin, merci pour l'émission. On a vraiment un problème en Afrique. Courage et continue de dénoncer ces dirigeants mafieux fiacres depuis le Bénin. Je vais pas tout lire. Hein. Nous sommes déjà à la fin de l'émission ce matin. Bertrand Tadian, je vous dis merci d'avoir été là ce matin. Albert Anatola ici. Merci également d'avoir été là ce matin. C'est Petit Piment. Mais comme ça, vous l'avez sur le même maintenant, Petit Piment. Bandakani, merci également d'avoir été là ce matin. André Kisselfanga, merci à vous également d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité. Que Dieu bénisse l'Afrique, mesdames, messieurs. C'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Et comme disait Aimé Césaire dans Cahier d'un retour au pays natal, ma bouche sera la bouche d'un malheur qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. À demain. S'il plaît à Dieu, bon début de semaine à toutes et à tous.